disons que je fais de la recherche en sciences sociales depuis les luttes, mais je suis pas payé par l'université, je fais de la recherche indépendante. Et du coup, du point de vue de mes conditions matérielles d'existence, c'est pas exactement la même chose. Je pense que je suis d'abord un militant qui fait de la recherche plutôt qu'un sociologue engagé, quoi. Mais en vérité, on a l'impression que ça fait pas une grande différence, mais il y en a une en vrai en termes de parcours de vie, quoi. Et bon voilà, et du coup je m'intéresse, j'essaye de fabriquer des outils sur la question du système sécuritaire. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire française, mais ça fait 3 4 ans, enfin bon, ça fait un peu plus que ça, que je regarde ce qui se passe effectivement dans les autres histoires impériales, et ça fait 3 4 ans que je bosse en particulier sur une histoire comparée des différents impérialismes et du coup des différents modèles sécuritaires pour voir si les hypothèses que je brassais sur le cas français, c'était des spécificités françaises. Et pour le spoiler direct, il s'avère que non, c'est plutôt des structures impériales. Bon, voilà, en gros. Et donc très concrètement, ça veut dire que je travaille sur ce que fait la police dans les quartiers populaires, le fonctionnement des prisons, du régime des frontières, aussi sur ce que fait l'armée française en Afrique, et puis sur les industries de l'armement, les supermarchés de la sécurité. Voilà. Et donc pour en revenir à la question de la police, euh, on peut faire le choix, à la fois politique et scientifique, de suivre l'histoire de n'importe quel objet à travers différents plans. Et, et donc si on veut bien voir comment la police est à la fois une machine qui distribue la violence dont ont besoin dont ont besoin les classes dominantes pour faire fonctionner une société inégalitaire, en fait, on trouve plusieurs généalogies. Une généalogie qui est liée au capitalisme, qui est le fait que la police est une institution qui a en charge la gestion des classes populaires autour de la grande ville bourgeoise. On a une autre grande généalogie qui est plutôt liée à la question du patriarcat et du coup au fait de discipliner les corps jugés anormaux, de capturer et d'enfermer les femmes et les minorités de genre dans l'espace domestique, mais aussi dans des régimes d'exploitation particuliers comme la reproduction sociale, comme le travail domestique non salarié. Et une troisième grande généalogie qui a été bien repérée aux États-Unis avant qu'on la repère en France, mais finalement qui existe aussi dans l'Empire britannique, et qui est une généalogie qu'on peut dire esclavagiste et coloniale, et qui effectivement commence avant le XVIIIe siècle pour ces raisons-là, qui commence en fait avec la plantation esclavagiste, et d'ailleurs du coup c'est peut-être la première généalogie. Encore une fois, on peut la suivre de différentes manières, mais les sources auxquelles on a accès, et puis les cadres théoriques qui nous permettent de l'aborder, nous racontent quelque chose qui tourne d'abord et principalement autour des milices mises en place par les esclavagistes, par les maîtres, pour capturer les esclaves fugitifs, les marrons. Et donc ils sont des petits groupes d'hommes en armes qui vont être autorisés, plus ou moins tolérés pendant un certain temps, mais après qui vont être institutionnalisés, qui vont être légalisés. Et donc voilà, que les maîtres esclavagistes arment et mandatent pour capturer les fugitifs. Et donc qui vont être des groupes évidemment de personnes galvanisées par l'idéologie raciale, même si des fois parmi eux, même souvent en fait, il y a aussi des personnes qui sont d'anciens esclaves, mais qui vont être prises dans un processus en tout cas de répondre aux enjeux de l'idéologie raciale, aussi dans des corps survirilisés, et puis qui sont habitués, entraînés, dont l'exercice quotidien est la chasse à l'homme, la chasse à l'esclave fugitif. Et donc ils vont mener qui vont à partir de dispositifs de surveillance, de repérage, de fichage, qui vont donner aussi les dispositifs de fichage actuels, qui sont les prototypes, vont mener des chasses aux fugitifs,
qui se terminent par des captures, en général articulées à des coercitions, des brimades, des humiliations, des fois des mutilations, puis toute une chaîne de pouvoir qui va avec toutes sortes de violences contre les corps et le psychisme, et qui vont jusqu'à des viols et des mises à mort. Et des mises à mort, quand c'est pas mis en place par le maître esclavagiste par la suite, c'est souvent des mises à mort qui sont faites par strangulation au moment de la capture. Et si j'insiste sur tout ça, c'est pas, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est aussi parce qu'en fait, en se le racontant, on voit bien la généalogie avec les chasses à l'homme policières d'aujourd'hui, euh, qui, euh, qui reproduisent une certaine partie des chaînons de cette chaîne de pouvoir. Et donc ces milices esclavagistes, elles vont être institutionnalisées à travers différents décrets, normalisées, banalisées, et elles vont faire partie d'une des mal-outils, d'un des répertoires qui va servir au moment de la fondation de la police moderne de l'État-nation contemporain à la fin du XVIIe siècle, mais en fait qui va servir de répertoire euh, jusqu'aujourd'hui en réalité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une réverbération permanente dans les histoires impériales entre ce qui s'expérimente dans le domaine colonial et ce qui est réadapté dans le domaine métropolitain. Et ça, pour le coup, c'est une histoire qui est en train d'être décrite, qui est en train c'est une historiographie qui est en train d'être faite, justement dans la comparaison entre les différents impérialismes, mais où on observe ce phénomène-là euh, dans toutes les grandes histoires impériales. On appelle ça le boomerang impérial, où on voit des dispositifs de savoir et de pouvoir qui sont envoyés vers les espaces, les situations coloniales, sont réadaptés, et puis il y a des moments reviennent vers les situations métropolitaines. Et voilà, donc on en est plutôt à se demander pourquoi et comment. Est-ce qu'il y a des moments où des fenêtres se rouvrent pour réadapter le pouvoir. Et bon, en fait, on a déjà les réponses d'une certaine manière. C'est à chaque fois que le pouvoir est en crise, quoi, à chaque fois qu'il n'arrive plus à mater des révoltes avec les outils à sa disposition, eh ben, il rouvre la mala outil coloniale pour aller transformer ses manières de contrôler, surveiller et réprimer. Et donc, plus spécifiquement sur la BAC, tu as documenté le fait qu'il y avait une filiation directe, en particulier à travers les personnes qui ont opéré, qui ont mis en place justement la BAC. Et il y a une filiation directe avec la police, qui était la police du colon en Algérie. Tu peux nous en parler de ça? Ouais, alors encore une fois, c'est une tresse avec vraiment plusieurs fils, j'allais dire plusieurs branches, ça marche pas, mais il faut voir à quel moment justement ça se mêle. Mais bon, un des fils, c'est les polices coloniales. Bon, n'hésitez pas à me relancer sur certains aspects parce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'entre pas. Et en fait, si vous voulez qu'on y entre, bah, dites-le moi. Et aussi, s'il y a des choses que je dis qui sont pas claires, n'hésitez pas à intervenir. Ou si vous n'êtes pas d'accord. Mais du coup, on pourrait revenir sur les polices coloniales elles-mêmes, qui effectivement sont un laboratoire, sont un répertoire principal des polices des quartiers populaires, c'est évident. Et pour la BAC, il y a une filiation qui repose aussi sur deux autres fils, deux autres généalogies. Donc moi ce que j'appelle la police endocoloniale, et quand je dis endocoloniale, le mot est pas beau, mais c'est pour éviter de dire colonialisme intérieur, justement parce que c'est pas exactement du colonialisme à l'intérieur, c'est une colonialité intérieure, c'est-à-dire que c'est pas la même chose que le fonctionnement du pouvoir en situation coloniale, mais c'est de dire qu'il y a à l'intérieur des sociétés impérialistes justement des structures qui sont liées à la ségrégation socio-raciale. Et donc il y a dans l'histoire de la police, dans l'Empire britannique, dans la colonie états-unienne et dans l'histoire de l'impérialisme français, la reproduction en permanence de systèmes de police qui sont spécifiquement appliqués aux strates racisées du prolétariat, des classes populaires. Et donc pour la BAC, là c'est vraiment évident en termes de... Quand on suit les réseaux humains, en plus des matériels, en plus des savoir-faire, c'est que les chefs qui constituent les premières brigades de surveillance de nuit au début des années 70 sont effectivement des gens qui ont été formés soit directement
beaucoup dans la police en Algérie, mais pas que, mais aussi dans des brigades qui... alors, il y a deux moments. Il y a un moment plutôt dans les années 30 qui sont les brigades nord-africaines, BNA, et un deuxième moment qui sont plutôt les brigades de surveillance des Nord-Africains, BSNA. Et on a un moment dans les années 50 avec les BAV, Brigades Agression et Violence. Dans les années 30, on est clairement face à des unités de police qui sont chargées de surveiller, mener la chasse, attraper, capturer, et en général qui vont aussi torturer et des fois faire disparaître les prolétaires issus d'Afrique du Nord, surtout à Paris. Et donc, ils sont déjà des gens qui circulent, dans leur carrière et dans leur savoir-faire, voilà, ont circulé entre l'Afrique du Nord colonisée et les quartiers ouvriers des grandes villes de métropole. Et donc là, qui sont clairement des polices raciales, socio-raciales. Donc là, on a besoin d'un terme pour parler de ça. Donc là, par exemple, endocolonial fonctionne assez bien. Et au début des années 50, avec la fabrication de toute la mythologie sur la mythologie gaulliste autour du fait que l'immense majorité des Français auraient résisté, que finalement c'était pas la vraie France, Vichy n'était pas la vraie France elle était à Londres, etc. Il y a eu aussi la mise en place de tout un récit, de tout un narratif qui consistait à évacuer la symbolique raciale, tout ce qui montrait que la société française était organisée aussi autour de la race. Donc de virer les symboles de ça, mais tout en reproduisant les structures. Et donc, les mêmes types de brigades sont remises en place, sauf qu'à ce moment-là, on ne va pas les appeler nord-africaines, mais on va faire entrer les personnels qui étaient dedans avec leur savoir-faire, avec leurs armements, avec leur histoire et avec leur psychisme dans des nouvelles unités qui vont s'appeler les brigades agression et violence, mais qui vont faire à peu près la même chose. Et c'est-à-dire qu'on va faire entrer la fonction de surveillance et contrôle et répression des prolétaires racisés dans un concept qui est agression et violence. C'est-à-dire qu'on va retrouver plus tard à travers incivilité, insécurité, criminalité. C'est-à-dire derrière des termes dont on pourrait dire « Ah bah là, il n'y a plus de question de race derrière ça, finalement, on est en train de parler juste d'illégalisme ». Bon, sauf que dans la réalité, dans le fonctionnement, c'est des unités de police qui chassent dans les quartiers, qu'on dit d'ailleurs à l'époque, les quartiers musulmans de Paris, quoi, comme on les appelle en Algérie aussi. Et donc les gens qui se forment dans ces unités de police, et notamment par exemple ceux qui vont participer au massacre d'État d'octobre 61, tous ces gens-là font ce que l'État leur demande de faire, c'est-à-dire tous les régimes de violence qu'ils déploient ne sont pas des bavures comme on va entendre par la suite. Et d'ailleurs, un des usages du mot bavure vient de BAV, des BAV, de ce moment-là, des brigades agression et violence. Ces gens-là vont rester en place parce qu'ils font ce qu'on leur demande, ils font pourquoi ils sont payés. Et donc par exemple, tous les fonctionnaires de police, tous les hauts fonctionnaires jusqu'à Papon restent en place après octobre 61 parce qu'ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire. Il n'y a aucun moment où ils ont été mis de côté parce qu'ils auraient fait quelque chose d'immoral ou quoi que ce soit ou d'illégal. Bon, et du coup, au début des années 70, un moment où la restructuration néolibérale du capitalisme crée des nouveaux des nouveaux départements autour de Paris, et avec une logique à la fois politique et économique d'essayer de casser l'emprise du communisme municipal. Par exemple, va créer le 93, la Seine-Saint-Denis, et il va falloir créer des unités de police spécialisées pour ça. Et donc c'est des départements qui sont dès l'origine considérés comme étant à la fois des départements de travailleurs immigrés et des départements rouges. Et donc on va créer des unités de police, on va mettre à leur tête des gens dont on considère qu'ils sont particulièrement experts dans le domaine de la contre-subversion, de la lutte contre la subversion communiste, mais aussi dans le traitement des Noirs et des Arabes, pour le dire clairement, quoi.
Et donc voilà, les BSN, les brigades de surveillance de nuit, qui sont créées au début des années 70 dans ce cadre-là, vont récupérer tous les anciens des brigades de surveillance des Nord-Africains et des BAV, et vont continuer à faire à peu près la même chose, mais dans une situation néolibérale. Et c'est là qu'il faut voir peut-être, c'est-à-dire que c'est pas de toute façon il n'y a jamais deux situations historiques qui sont les mêmes, mais là on est dans un contexte aussi où il y a toute une logique qui est liée au néolibéralisme, qui considère qu'il faut optimiser le pouvoir, maximiser, rentabiliser. Et donc on récupère le répertoire endocolonial, mais on le traite d'une autre manière et on va demander à ces nouvelles unités, qui sont encore une fois des petits groupes d'hommes survirilisés, armés, avec une certaine autonomie judiciaire, c'est-à-dire qui font on appelle ça du saut de dessus dans le langage policier, qui font du flagrant délit. Donc par exemple qui vont suivre quelqu'un et puis peut-être le laisser faire quelque chose ou essayer même de le pousser à faire quelque chose que eux considèrent comme illégal pour pouvoir lui sauter dessus à ce moment-là. Et donc ça fait énormément de points dans la comptabilité policière. Et du coup, les BAC sont aussi des unités qui, donc en plus de l'histoire endocoloniale, sont des unités qui vont se multiplier et être généralisées parce qu'elles sont considérées comme particulièrement rentables du point de vue de la productivité du travail policier. Et du coup, très rapidement, elles vont être, enfin très rapidement, à travers plusieurs étapes, elles vont être généralisées dans la plupart des grandes villes tout au long des années 70 puis 80. Et au début des années 90, Pasqua va les autoriser aussi à intervenir 2 jours. Voilà. Et puis c'est donc aussi les unités qui, les premières, vont être dotées de tous les nouveaux armements qui, après être entrés dans les unités antiterroristes, en général, vont arriver dans ces unités de gestion des quartiers populaires. Et donc vont être généralisés. C'est ce qui s'est passé pour le flashball, c'est ce qui s'est passé pour les grenades de désencerclement, etc. quoi. Il y a depuis, moi je mets ça sur une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, on observe quand même une extension de la méthode à la répression du mouvement social, du mouvement écologiste, des mouvements lycéens. C'est-à-dire tout ce que tu as décrit comme étant à la base spécifique à un certain type de population, ça s'est généralisé à beaucoup de choses. Est-ce qu'il reste pour autant des traitements particuliers, traitements de faveur pour les quartiers là-dedans? Est-ce qu'il y a quand même des dispositifs spécifiques aujourd'hui où tout est noyé dans la même violence Non, absolument pas. Non, il reste une distinction structurelle, systémique, fondamentale entre la gestion des mouvements sociaux et la gestion des quartiers populaires. Alors, je vais mettre quartiers populaires, prisons et régime des frontières, tout ça ensemble dans ce qu'on peut appeler l'endocolonial. Et justement, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit, surtout pendant les Gilets jaunes, on a vu cette idée-là un peu se répandre que les Gilets jaunes, finalement, on subirait, je dis on parce que j'étais dans la rue avec les gens, quoi, et on subirait ce que les quartiers subissent d'habitude, quoi. Et donc, c'est intéressant qu'il y ait quelque chose qui a été attrapé de cette analyse-là, de voir qu'effectivement, c'est d'abord dans les quartiers que la férocité policière fonctionne en permanence. Et en fait, il y a quelque chose d'assez faux dans ça, à plusieurs niveaux. Déjà, encore une fois, parce que les situations ne sont jamais les mêmes. Après, on peut se le dire clairement, déjà simplement, si on prend les chiffres de la nécropolitique, des politiques de mise à mort, pendant les Gilets jaunes, on a une personne qui est tuée, qui est une femme considérée comme arabe, Zineb Redouane. Alors que dans les quartiers populaires, on était à l'époque des Gilets jaunes, on était à une quinzaine, vingtaine de personnes tuées par les forces de l'ordre chaque année. Là, on est plutôt autour de 35, c'est-à-dire voilà, c'est un chiffre qui a énormément augmenté, mais qui est absolument incomparable. Enfin, c'est-à-dire, il faut même si évidemment il y a un processus d'enférocement de la répression des mouvements sociaux. En fait, là, on voit que l'État continue de maîtriser la dynamique de mise à mort. Il fait en sorte de tuer le moins possible dans les mouvements sociaux, et quand il tue, c'est encore une fois, c'est les corps considérés comme sacrifiables parmi les classes populaires qui sont mis à mort. Voilà, Zineb Redouane, Rémi Fraisse, il y en a de temps en temps, mais c'est incomparable avec la productivité de la mise à mort policière dans les quartiers populaires. Là, j'ai dit dans les quartiers populaires, dans les prisons, c'est autour de 150 morts par an, la moitié dont on sait que ce sont des personnes qui ont été tuées par les matons, l'autre moitié, dont c'est des suicides dont on ne saura jamais
ce qui s'est passé, mais de toute façon, même si les personnes se sont effectivement suicidées, c'est quand même l'institution policière qui les a amenés à ça, l'institution carcérale qui les a amenés à ça. Voilà, donc bon, sur la question de la mise à mort, on est sur quelque chose qui est très très différent, et après même sur le fonctionnement en vérité, parce que quand on se fait réprimer, et je suis pas en train de dire que c'est soft ou quoi que ce soit, hein, c'est devenu super dangereux, on peut se faire mutiler, on se fait gazer dans la plupart des manifestations des grandes séquences de mouvements sociaux des dernières années. La situation elle est très très dure. Mais la différence, c'est que du coup, bah, c'est des moments, souvent en centre-ville, où on s'est déplacé nous-mêmes, on y a été. C'est-à-dire par exemple le vendredi, le samedi, etc. Ça s'arrête à ce moment-là, à la fin de la manifestation, quand elle est dispersée. Voilà. Il y a des choses qui vont pouvoir être extraites de l'histoire des violences policières dans les quartiers populaires. Par exemple, la Brave M, c'est quelque chose qui effectivement utilise de la technique voltigeur, qui utilise de la technique BAC. Et puis il y a aussi des choses qui sont nouvelles dedans. Voilà. Mais le système de violence, le régime de violence policière pour les quartiers populaires, c'est quelque chose qui est quotidien, qui est permanent. C'est-à-dire, ça va être pour quelqu'un qui rentre bosser du chantier ou je sais pas quoi, c'est tous les soirs de l'année, c'est de prendre le risque de se faire arrêter, opprimés, mutilés, etc. Pour les jeunes, et notamment ceux qui sont déscolarisés à partir de la fin du collège, c'est des risques d'humiliation et de violence qui sont là en fait toute la journée, tous les jours. Et c'est pas parce que eux se sont déplacés dans quelque chose où ils auraient choisi d'aller à une manif ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'ils sont là, c'est parce qu'ils existent là. Et du coup, c'est une violence qui vient pas simplement réprimer de la contestation sociale, c'est une violence qui vient écraser la possibilité de l'existence quotidienne, c'est-à-dire qui vient à la fois essayer de faire disparaître les corps de l'espace public, mais qui vient les attaquer en tant que tels parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent là. Et qui vient toucher à de l'intime aussi. Parce que la présence policière dans les quartiers, c'est des unités de police, et en général, là, cette police dont la gauche nous répète, la gauche institutionnelle nous dit avant chaque élection qu'en fait le problème c'est qu'on aurait enlevé la police de proximité. En vrai, ces unités de police de proximité, on en a dans toutes les villes, elles changent de nom régulièrement. Mais justement, ces unités de police de proximité, elles par exemple, elles jouent à fond dans ce régime de connaissance de la vie intime des habitants. Et qui permettent une surveillance, qui permettent un harcèlement, et puis qui nourrissent aussi toute la chaîne de pouvoir qui fait qui amène à remplir les prisons. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Oui. Pourquoi tout ça? Moi je pense parce que les sociétés impériales sont organisées autour d'une structure raciale, en plus du capital et du genre. C'est-à-dire qu'elles ont absolument besoin de reproduire ça parce qu'elles fonctionnent autour de ça. Et c'est pour ça que nos luttes permanentes, il n'y a pas de moment où les gens où les classes populaires ne luttent pas contre la police, parce que la police est violente à toutes les époques. Mais sur la question des violences policières à caractère racial, c'est pareil, c'est à toutes les époques. Le mouvement anticolonialiste dénonçait et s'organisait contre ça. Le mouvement des travailleurs arabes dans les années 70, le mouvement de l'immigration et des banlieues, la marche pour l'égalité, les comités vérité et justice, il y a toujours eu ça. Et ça du point de vue du bloc de pouvoir, ça n'avance pas parce qu'il y a je pense qu'il y a une nécessité absolue de reproduire ça parce que le capitalisme est un capitalisme racial et patriarcal depuis l'origine. Il a besoin pour fonctionner, pour se reproduire, d'une séparation à l'intérieur des classes populaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus exploités que les autres. Je sais pas, j'allais dire si vous prenez le métro. En tout cas, à 6h du matin pour Toulouse et Paris, ce que je connais, c'est absolument évident qui travaille à cette heure-là, qui prend les transports pour aller travailler à cette heure-là. Mais c'est aussi simplement en termes de taux d'exploitation, c'est-à-dire que il y a depuis l'origine du capitalisme la nécessité d'une accumulation de survaleur, de surexploitation qui a été fait d'abord dans l'esclavage, dans le colonialisme, mais qui après se fait aussi dans les métropoles, c'est-à-dire qui est le moins payé, qui est corvéable à merci, qui est-ce qu'on peut licencier n'importe quand, n'importe comment, qui n'a pas accès aux droits qui ont été acquis par le reste du mouvement ouvrier. Tout ça, c'est des marges d'adaptation pour le capital, mais c'est aussi tout un système de privilèges pour une partie de la société, c'est-à-dire qu'on va pouvoir
inventer une strate blanche de la société à laquelle on va dire, bah regardez, il y a pire que vous, finalement vous êtes dans une situation où mieux vaut pas trop que ça bouge parce qu'en fait vous êtes quand même au-dessus des autres. Et effectivement, il y a une hiérarchisation à la fois sociale, raciale, de genre, de toute la société. Et, bon, ça fait 20 ans que je bosse sur ça, sous différents angles, à différentes époques, et on le retrouve aussi dans l'histoire de l'impérialisme britannique et états-unien. Moi j'ai fini par être convaincu que oui, ces sociétés-là reposent sur ça, au même titre qu'elles reposent sur le patriarcat et sur le capitalisme. Mais que c'est une structure fondamentale de ces sociétés-là. Donc dans cette perspective, enfin tu as déjà suggéré le truc, mais il n'y a pas de différence. Enfin, où s'opèrent les différences entre le type de gouvernement qui se réclame plutôt de gauche ou plutôt de droite? Comment ça se joue sur l'organisation de la police? Bah, à la fois ça dépend des époques, ça dépend de ce qu'on appelle la gauche et la droite. Oui, enfin, qui se réclament d'eux, mais depuis 50 ans. Disons la gauche de gouvernement, en tout cas, la social-démocratie. Bah, ce que je montre dans la domination policière, en fait, et où là c'est pareil, j'arrivais pas spécialement avec des hypothèses, même si je suis assez peu convaincu par le fait qu'on puisse changer les choses par en haut, mais en fait il y a quand même, en tout cas les gouvernements peuvent faire des lois qui peuvent désarmer une unité, en dissoudre une autre, peuvent faire des décrets qui vont permettre à des policiers de mener plus le pare-chocage par exemple, les poursuites en voiture qui amènent à taper les deux roues pour les faire tomber. Bon, bah, tout ça c'est des choses qui sont quand même encadrées par des lois, donc qu'on peut faire changer par des luttes. Mais quand on observe la manière dont toute cette histoire que je vous raconte depuis tout à l'heure, ça a fonctionné, en fait, ça a fonctionné, et on le retrouve aussi dans l'histoire britannique et états-unienne, à travers des alternances régulières entre la gauche et la droite. Du coup, aux États-Unis, ça va être entre démocrates et républicains, mais en fait, entre des fractions des classes dominantes qui, les unes, vont se présenter à travers un narratif des nous sommes de gauche, nous sommes la social-démocratie, et d'autres, un autre narratif qui est nous sommes la droite, etc. Mais qui, en vérité, le fonctionnement de toute cette histoire tourne autour de l'alternance entre ces différentes composantes. Et pour vous donner des exemples, moi j'ai l'impression qu'ils sont assez parlants en fait. C'est tout à l'heure je vous disais à chaque fois avant chaque grande élection, on a les grandes partis de gauche qui viennent nous reparler de la police de proximité. Bon, en général, le fonctionnement qu'on a, c'est que quand il y a de la droite au gouvernement, on va avoir des lois dites de plus en plus sécuritaires, et donc en général qui vont appuyer sur les dotations dans les nouvelles armes, les nouvelles technologies. Des fois vont réduire les budgets, mais du coup en demandant une intensification du travail aux forces de l'ordre, c'est-à-dire par exemple vont développer les unités qui sont considérées comme étant les plus rentables, donc c'est celle dont on parlait tout à l'heure. Et puis quand la gauche revient au pouvoir, elle va dire la police est un service public, donc il faut de l'argent pour ça, donc il faut des fonctionnaires. Donc la gauche va multiplier le nombre d'agents dans ces unités qui avaient été créées ou qui avaient été elles-mêmes intensifiées par la droite. Les armes qui avaient été mises en dotation par la droite, la gauche va les généraliser. C'est des schémas, ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça, mais en tout cas on a une espèce de circulation comme ça de fractions qui se donnent, qui se passent le relais. Et c'est ce relais qui fait fonctionner l'ensemble de la machine sécuritaire. Et je dis ça parce qu'aussi on n'a pas vu, jusqu'ici, on n'a pas vu de fraction qui arrive au pouvoir et qui ait changé quoi que ce soit vis-à-vis de ces choses-là. Et j'ai l'impression que ça vient valider aussi le fait que c'est d'abord la place qu'on occupe dans la société, donc la place qu'on occupe dans les positions de pouvoir, hein, qui nous amène à faire des choses. Là je dis nous, c'est pas nous pour le coup, mais c'est la position dans la société, c'est la position de pouvoir, hein, qui détermine. Je veux dire, prenons la personne la plus radicale, si on la met en position de devoir gérer des prisons, des polices et des frontières, sans doute que chaque personne le fera un peu différemment, mais elles continueront à gérer des polices, des prisons et des frontières. Pas sûr d'être très clair. Mais... Il y a
Paul Rocher, là, que tu cites dans ton bouquin, et qui a sorti un autre excellent livre qui s'appelle je sais plus, Que faire de la police. Donc il démonte différents mythes dont tu as déjà parlé, comme la police a toujours existé, la police est là pour protéger les gens, la police empêche le crime. Et puis ce qui revient aussi assez souvent comme mythe qui est entretenu par la police elle-même, c'est que la police manque de moyens au regard de l'augmentation, de l'ensauvagement de la société. Et c'est encore un truc que j'entendais hier de la bouche de Macron suite à la mort du collégien là, devant son établissement. Donc les médias et le président de la République ont dit que la société est de plus en plus violente, etc. Donc ça nécessite une espèce de cycle comme ça. Que dire là-dessus? Est-ce qu'il y a une vraie violence accrue au sein de la société française aujourd'hui? Non, bon, là déjà on a tous les 3-4 ans des équipes de recherche qui font de la sociologie quantitative et qui viennent nous montrer que non. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut pointer? Parce qu'en fait ça dépend de ce qu'on appelle la violence, quoi. Et effectivement, si dans la même catégorie on met le fait d'exploiter son prochain, de vendre des armes, de déclencher des guerres, de réprimer des mouvements sociaux, ou je sais pas quoi, de se mettre en grève, de se confronter à la police dans une manifestation, de résister à son arrestation dans son quartier, etc. Enfin, je veux dire, il y a un problème de fond déjà si on utilise avec le mot violence les gestes des dominants pour établir des rapports de domination et les gestes des dominés pour y survivre, quoi. Où effectivement, du coup, on comprend plus rien, quoi. Et de ce point de vue-là, toutes les institutions des sociétés inégalitaires produisent un narratif, produisent un discours qui leur permet de fonctionner. Et la base de la sociologie critique, la base de la théorie critique, c'est de commencer à se dire que si des institutions nous disent quelque chose, il vaut mieux s'en méfier parce qu'en fait, ce qu'elles disent leur sert à fonctionner. L'école nous raconte depuis qu'on est tout petit que si on travaille bien, on sera libre et égaux, on aura un bon travail, etc., quoi. Et puis en fait, l'immense majorité des prolétaires restent des prolétaires, évidemment. L'hôpital et la santé nous disent qu'on est tous égaux face aux soins. La police nous raconte qu'elle est là pour nous protéger, et puis qu'on on serait tous protégés de la même manière. Bon, etc. Vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous voulez. Et donc non, effectivement, les institutions ne font pas ce qu'elles disent et ne disent pas ce qu'elles font. Et donc, évidemment, on a dans une société capitaliste, raciste, patriarcale, qui est engagée dans une dynamique sécuritaire intense, des classes dominantes qui nous disent en permanence qu'il y a de plus en plus de violence. Bien entendu, elles sous-entendent violence des dominés, et puis en plus de ça, elles sous-entendent violence des racisés, enfin des classes populaires racisées, violence des quartiers populaires, violence des Noirs et des Arabes. En général, j'explicite le sous-texte, mais je pense qu'on le sait toutes et tous. Et donc, c'est un discours qui leur sert à fonctionner, mais à nous aussi d'interroger pourquoi ce discours, il y a des endroits où il fonctionne alors qu'il ne devrait pas y fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il y a des dominés qui, à des moments, adhèrent au discours des dominants et au discours de leur domination? Les médias. Les médias, sans doute, mais on n'est pas des boîtes dans lesquelles on pourrait mettre des choses, c'est-à-dire... mais du coup, mais merci d'intervenir parce qu'en plus c'est aussi le but, c'est ça, c'est qu'on en discute. Et moi, je disais ça, c'était aussi pour lancer le fait que, bon, là aussi, la sociologie critique sur la réception des médias, elle a plein de choses à nous dire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en général aussi, on est d'autant plus réceptif au discours des dominants qu'on est isolé, qu'on est précarisé, qu'on n'appartient pas à un groupe ou à une communauté dans laquelle existent des contre-idées, des contre-discours. Et du coup, là, j'en viens aussi en fait, à se dire que c'est aussi un des enjeux importants de tout mouvement d'émancipation, de mouvement de libération, c'est qu'il faut que... Enfin,
à tous les endroits, à tous les moments où des dominés reproduisent les discours des dominants, c'est parce que les mouvements, c'est aussi parce que les luttes et les mouvements de libération n'ont pas réussi à trouver les moyens dans l'éducation populaire, etc., de faire exister une pensée critique dans les classes populaires. Et on sait très bien qu'il y a des moments où, quand le Parti communiste était fort structuré dans le mouvement ouvrier, dans les villes ouvrières, l'extrême droite, elle pouvait raconter ce qu'elle voulait, ça passait pas parce qu'en fait, en face, dans le syndicat, à tous les niveaux, dans la famille, dans la rue, les gens étaient en contact avec des contre-idées, avec des contre-discours, étaient dans des espaces de réflexion collective qui faisaient que à la fois la facilité de pulsion de haine sur lesquelles reposent ces idées-là, et aussi la facilité rhétorique ne prenait pas parce que les personnes étaient outillées et armées, et que en fait, et le néolibéralisme, et puis aussi le néolibéralisme a approfondi l'individualisme, et qu'on n'a pas encore reconstitué quelque chose en termes de lutte et d'auto-organisation qui est la même puissance que ce qu'était le Parti communiste à l'époque où j'allais dire où il était communiste. Tu dis que tu observes tout ça depuis une vingtaine d'années. Est-ce que, pour faire un état des lieux de ce que tu dis là, est-ce que tu sens plutôt un mieux ou un moins bien en termes de prise de conscience, d'auto-organisation collective, etc. C'est quoi la météo? Mais après, ça dépend où on lutte, où on existe ou quoi, et puis peut-être des choix aussi qu'on fait. Moi, je me fais un peu vanner par mes camarades des fois d'être un peu trop optimiste, mais aussi parce qu'en fait, ça fait pareil 20 ans que je bosse sur des violences d'État, sur des crimes d'État, sur le colonialisme et l'impérialisme, et en fait peut-être aussi que si à un moment on fait pas le choix de voir aussi là où partout où des dominés arrivent à déplacer les choses, arrivent à ruser, à contourner, à s'organiser, si on fait pas ce choix de le voir, peut-être on finit par déprimer quoi. Donc je fais ce choix politique et presque existentiel de regarder ça. Alors est-ce que c'est parce que je le regarde trop que je le vois, je sais pas. Mais oui, il y a de l'auto-organisation, il y a de l'autonomisation, il y a de la ruse, il y a du contournement, il y a du détournement partout, tout le temps. Et là, encore une fois, les approches critiques dans tous les domaines le redécouvrent en permanence. L'historiographie critique du camp de concentration, de la plantation esclavagiste, ne cesse de montrer qu'à tous les moments, les dominés, dès qu'ils le peuvent, tentent, et puis à des moments réussissent à réorganiser des choses qui réussissent à s'opposer, ou au moins à contenir un petit peu les régimes d'oppression, et puis qu'à des moments, des résistances qui, la plupart du temps, sont invisibilisées parce qu'elles sont considérées comme n'étant pas vraiment politiques. Ces résistances-là, finalement, et qui sont en fait profondément politiques, réussissent à faire, à produire quelque chose qui va réussir à bloquer les mécanismes de domination. Et ça, c'est quelque chose que je développe plus dans Un seul héros, le peuple, où la question c'était de comprendre comment le peuple algérien ou le prolétariat colonisé en Algérie, justement, avait réussi à faire peuple en décembre 60. Et où la question c'était un peu de savoir justement, enfin déjà c'était en se posant cette question-là, d'observer qu'il n'y a pas de moment où les colonisés ne résistent pas, et du coup il n'y a pas de moment où la conquête coloniale est terminée, où finalement elle aurait réussi ce mythe de la pacification. En fait il y a des résistances partout, tout le temps, tous les quelques années il y a des soulèvements, des insurrections, et puis là en décembre 60, à un moment où la contre-insurrection a effectivement massacré les cadres des organisations politiques et militaires, et il y a un soulèvement généralisé des classes populaires, avec des cortèges essentiellement composés de femmes, des cortèges de jeunes, de préadolescents. Dans les cortèges, il y a des prisonniers à peine libérés, il y a des ouvriers en grève, il y a des maquisards blessés, enfin il y a toutes les strates de la population colonisée.
Et ça surgit comme ça, comme si c'était tombé du ciel, alors que effectivement, évidemment, c'est pas tombé du ciel. Et du coup, la proposition de cette enquête aussi, c'était ça, c'était essayer de comprendre comment, pourquoi. Et en fait, on y redécouvre d'autres choses qu'on voit dans d'autres histoires. C'est justement ça, c'est le fait que dans les résistances invisibilisées de la communauté, dans le quartier populaire, des femmes, des anciens, des jeunes, de tous les sujets qui ne sont pas considérés comme la grande et la haute politique, en fait, il y a des résistances quotidiennes, permanentes, et, euh, et que il y a des moments où ces résistances elles réussissent à créer autre chose. À ce moment-là, ça crée des centres de soins clandestins, des cantines populaires pour appuyer les barricades, euh, des ados qui s'organisent pour déclencher des manifestations qui vont devenir finalement des cortèges gigantesques, euh, des personnes qui détournent des médicaments dans les hôpitaux où elles travaillent, des personnes qui fabriquent des armes en douce, bon, etc. Et toutes ces choses-là, il y a des moments, il y a des fenêtres historiques où ces choses-là réussissent à créer, à, à prendre forme, quoi. Et là, pour l'histoire d'un seul héros le peuple, il y a des moments où ça fait peuple. Et d'ailleurs, ça résonne un peu avec la période où je finissais ce travail-là. On était en plein gilet jaunage. Et il y a un moment où ça a fait peuple. Et dans ces moments-là, on se sentait puissant. Et ces choses-là vont revenir, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas exploiter, piller, déposséder, opprimer, et puis quand les gens se révoltent, les écraser, les réprimer, euh, sans que des révoltes, sans que des soulèvements reviennent régulièrement. Et donc voilà, ça doit aussi bon, nous, ça doit nous confirmer que les révoltes, elles vont revenir. C'était déjà le cas cet été, mais que du coup, il s'agit aussi de savoir comment on fait pour s'organiser en amont pour que ces révoltes elles aient la capacité de se transformer en quelque chose qui permette de changer la société elle-même, quoi. Moi, je voulais ajouter un peu, apporter de la donnée à un propos que tu avais eu tout à l'heure sur la comparaison entre les quartiers populaires et le mouvement social dans le traitement par la police. Et j'ai fait un peu des recherches très rapides pour avoir une comparaison de données entre 2005, les Gilets jaunes et les émeutes pour Naël. En 2005, on a 6000 interpellés et 1328 écroués, avec la nuance que il y a plusieurs interpellations qui se font aussi des mois après, avec des recherches de police pendant longtemps, etc. Donc à la fin des émeutes au 30 novembre, ou 3 semaines d'émeutes, on est quand même à 4402 gardés à vue et 743 incarcérations. Et dans les Gilets jaunes, pour arriver à 700 peines de prison, il faut plus de 4 mois de mouvement. On est fin mars 2019 pour 762 peines de prison. Et en un an, 3204 condamnations ont été prononcées, dont 2282 peines de prison ferme ou avec sursis et 900 peines alternatives. Donc pour Naël, 3462 interpellations en 4 jours. Un jeune assassiné par la police pendant les émeutes. Selon le bilan intermédiaire du 1er août 2023, plus de 4000 personnes interpellées, dont un tiers de mineurs, et dont 2107 ont été jugées et pour 94% condamnées. Parmi elles, 1239 ont été condamnées à une peine de prison ferme pour 4 jours d'émeute. Donc on voit très bien la différence de traitement entre mouvement des quartiers populaires et mouvement social à caractère un peu insurrectionnel. Je trouvais que c'était intéressant d'apporter ces données dans la discussion. Elles sont très claires. Et en plus, il faut se dire dans tout ça que j'ai l'impression que ça dépend, parce qu'on me raconte différentes choses dans les villes où je vais, mais moi ce que j'ai vécu à Toulouse et à Paris pendant les Gilets jaunes, moi j'ai pas vu un mouvement qui soit juste blanc, quoi. Des habitants des quartiers populaires, il y en avait au début, au milieu, à la fin, pour Toulouse et Paris, quoi. Et c'est juste se dire que en fait, dans ces séquences-là, pour les habitants des quartiers populaires, il y a les deux. Il y a le fait de se faire réprimer comme étant participant du mouvement social, et puis par exemple, qui est-ce qu'on va arrêter en premier en fin de manif, etc. Et puis après, ces personnes-là aussi, à la fin de la manif, si tu t'es pas fait péter, tu rentres dans ton quartier et tu subis encore la continuité de l'occupation policière. Et bon, voilà. Mais bon, en fait, c'était aussi pour répondre à cette question-là, mais je prends aussi 2 secondes pour se dire qu'il ne faut pas l'aborder d'un point de vue
pas comment dire, moral ou culpabilisant. Il ne s'agit pas de se dire ah, les autres franges du mouvement social qui subissent pas ça, finalement, ça coulerait douce ou quoi que ce soit. Enfin, l'enjeu, c'est absolument pas celui-là. Clairement pas, d'autant plus vu qu'on peut faire le nombre de mutilés qui, pour le coup, a explosé dans le mouvement social. Et en plus, il y a aussi le moment un peu à part de Sainte-Soline, qui est quand même un élément de l'avancement de la férocité policière assez évident, même avec le développement de nouvelles techniques, puisque la création d'une forme de brave M sur quad pour les gendarmes, ras des villes et ras des champs, voilà, c'est pour faire un parallèle, mais c'est vrai que quand même ça a une capacité assez grosse, mais c'est vrai que dans les émeutes pour Naël, on a quand même le déploiement du RAID, de la BRI, donc de l'anti-gang, de l'antiterrorisme, en fait, de manière beaucoup plus massive que, même s'il y a de l'antiterrorisme qui est utilisé contre Sainte-Soline, sans difficulté, mais là, à Marseille, moi j'étais à Marseille pendant les émeutes pour Naël, et franchement c'était vraiment impressionnant. En termes de déploiement policier, de déploiement antiterroriste, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai vu le raid même tirer à balles réelles en l'air dans la rue la nuit du 1er juillet. C'est quand même quelque chose qui est assez marquant, je pense, dans l'historiographie de la répression du mouvement social en France et des émeutes en France. C'est très clair. Mais c'est parce que la figure du révolutionnaire, c'est là le dernier terme des figures de l'ennemi intérieur. C'est un corps qui est sacrifiable aussi, c'est-à-dire que quand on est désigné comme révolutionnaire par un pouvoir contre-révolutionnaire, là d'un coup, bon, après ça va dépendre justement de où est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on est considéré, c'est quoi notre position en termes de classe, de race, de genre, etc. Mais en tout cas, le fait d'être désigné comme ça rapproche d'un statut où le corps peut être abîmé, ou en tout cas où le corps a moins de valeur, est moins valorisé, et voire peut être mis à mort. Et bon, et on l'a vu en fait aux différentes époques. Là, le travail de socio-histoire comparée que j'essaye de faire, finalement, il vient nous montrer un truc un peu important, je crois, c'est en fait, on réfléchit encore sur la guerre et sur ce qui est normal à partir de ce que nous a dit la modernité occidentale. C'est-à-dire que la guerre, ce serait entre deux armées, entre deux États, ce serait exceptionnel, etc. Mais si on regarde du point de vue des colonisés, des corps sacrifiables, des révolutionnaires, etc., en fait, bon, du point de vue des colonisés et des racisés, c'est en permanence. Et puis du point de vue des révolutionnaires, enfin, il y a une succession continue de séquences où le pouvoir fait la guerre à des civils, donc pas contre des États, pas contre des armées. Et en fait, c'est ça la normalité. L'exception, c'est plutôt le moment où des États se font la guerre entre eux et entre armées. Et du coup, tout ce que nous a dit la sociologie policière de la police, selon laquelle finalement on serait quand même dans un processus de civilisation des mœurs où la violence tendrait à se réduire du côté de la police. En fait, ça concerne qu'une toute petite partie ça concerne qu'une partie de la population, certaines séquences, c'est-à-dire des moments où le mouvement ouvrier ou les mobilisations sociales sont considérées comme inoffensives, et où là, effectivement, elles vont être traitées avec de la mise à distance des corps, des choses comme ça. Mais dès que, pour le XXe siècle, et là c'est encore plus criant depuis le début du XXIe siècle, à chaque fois que le mouvement social se rend offensif et se rend menaçant, le pouvoir rouvre la possibilité de l'écrasement des corps et des vies. Et à Sainte-Soline, effectivement, c'est à se demander comment il n'y a pas eu plusieurs morts à Sainte-Soline. Et en tout cas, on peut être sûr que le pouvoir, ce qui a été déployé à Sainte-Soline, s'est dit, a pris le risque de mettre à mort. Et il a pris ce risque-là. Et bon, d'ailleurs, Serge a failli passer, pas que Serge, plusieurs personnes ont failli y passer. Mais là, effectivement, il y a eu un. Bon, mais déjà pour Rémi Fraisse, il est mort parce que le pouvoir s'était autorisé à utiliser un régime de violence qui pouvait mettre à mort. Voilà. Après, se redire que cette possibilité-là, c'est celle qui constitue la normalité de la police dans les quartiers populaires toute l'année, quoi. Donc, pour regarder de l'autre côté du spectre, donc
la France dispose d'un certain savoir-faire policier et sur lequel elle peut capitaliser, puisque c'est le troisième vendeur d'armes au monde. Et la deuxième. La deuxième maintenant. Ouais, d'accord. Mais Et ok, j'ai pas mis à jour, mais parce que la Russie utilise ses armes au lieu de les vendre. Et ces armes vendues, elle vend pas que des armes, elle vend aussi son savoir-faire. Et ces armes vendues, donc pour aller dans le sens de ce que tu racontais à l'instant, ça sert à beaucoup de pays autocratiques pour mater leur peuple, en fait. Et est-ce que tu peux étayer Ouais, quand on prend cette histoire-là de manière globale, et aussi avec le choix d'une perspective critique, vraiment la séparation entre régime autocratique, même souvent comme on utilise régime souvent c'est pour les autres, quoi. Et puis nous on a des États, etc. Mais en vérité, là on voit l'utilisation si on suit les armements, alors, dits non létaux, sublétaux, mais aussi les bombardements, etc. Il n'y a pas vraiment de... Il y a des systèmes de désignation des blocs de pouvoir qui vont être différents. Alors des fois on passe par des élections nationales, etc. et des fois non. Mais par contre sur le fonctionnement des régimes de violence, moi je vois pas bien de grande séparation entre justement ce qu'en général on va appeler des régimes autoritaires et ce qui serait les démocraties occidentales. Et en fait, parce que justement cette histoire-là, elle est complètement nouée depuis l'origine, c'est-à-dire que ces dits régimes autoritaires déjà ne tiendraient pas sans l'appui militaro-policier des grandes puissances impérialistes occidentales, bon, et maintenant des sous-impérialismes d'autres puissances, mais aussi parce qu'il y a ce commerce qui est fondamental. Et du coup, bon, alors on les a appelés régulièrement sociétés impérialistes ou quoi, on peut dire. Bon, en tout cas, il y a dans cette histoire de la modernité impériale, il y a effectivement des régimes, des puissances qui ont concentré leur économie politique parce qu'elles étaient des puissances coloniales sur du militaro-policier, c'est-à-dire qu'on développé des industries, des complexes militaro-industriels. Et qui vont jouer au cœur de leur économie politique, et d'autant plus dans la période actuelle. Enfin, bon, le capitalisme c'est la guerre depuis l'origine, c'est pas pour dire que ça ce serait nouveau, mais dans le post-68 et dans l'âge néolibéral, ces puissances-là ont concentré toute la dynamique de régénération de l'économie, du politique, sur le militaro-policier, sur le sécuritaire. Et donc, en tout cas, c'est développé au long du XXe siècle. Dans le premier XXe siècle, on est passé dans une économie politique de la guerre permanente. Et c'est pas une métaphore, hein, c'est l'armée états-unienne, l'armée française sont déployées. L'armée française est déployée depuis 1830 sans interruption. Il n'y a pas de moment depuis 1830 où l'armée française n'est pas en Afrique, où elle aurait été complètement ramenée. C'est pareil pour l'armée états-unienne. Et elles sont déployées et en opération continuellement. Et dans le post-68, s'est ouvert une sous-dimension, à la fois économique et politique, qu'on pourrait dire de la guerre permanente à l'intérieur. Et en fait, qu'on a appelé la sécurité, quoi. Et du coup, les grandes puissances qui sont devenues grandes, qui sont devenues des régimes impériaux parce qu'elles avaient pu développer des industries de ce type-là, parce qu'elles ont mené la guerre, parce qu'elles ont fait exister autour de la planète des régimes de domination coloniaux, et ben elles ont investi énormément dans le déploiement d'institutions militaro-policières, mais aussi de ces marchés-là. Et on le voit très bien au niveau des industries. Les grandes industries dites de la défense, dans le post-68, développent toutes des sous-secteurs de la sécurité. Et alors ça va être avec des armements qu'on va dire duals, c'est-à-dire des choses qui peuvent être utilisées à la fois dans le domaine du contrôle, de la surveillance des populations, de la répression, et puis avec un petit changement vont être adaptés en mode militaire. Des marchandises qui servent exactement dans les deux domaines, et puis des marchandises qu'il faut, qu'on leur deux versions, quoi. Et bon voilà, et je développais un peu tout ça pour se dire que
encore une fois, c'est pas quelque chose qui est à la marge. C'est pas quelques entreprises qui auraient mis la main sur le bon modèle républicain qui en fait lui, si on enlevait ça, en fait il fonctionnerait pas autour de la guerre et du contrôle. C'est que c'est plutôt c'est dans la dynamique structurelle de l'État et du capitalisme, c'est-à-dire que l'ensemble des grandes puissances et même du coup des semi-périphéries aujourd'hui se sont engagés dans ce modèle-là et donc font du profit, mais aussi reproduisent leur puissance diplomatique, géostratégique, en développant des technologies liées au contrôle, à la surveillance, à la répression et à la guerre. Et effectivement, la France, ce petit pays qui n'a pas de pétrole, je sais pas quoi et tout ça là, en fait, ne pourrait pas continuer à avoir cette position dans les hautes sphères de la diplomatie internationale si elle jouait pas justement ce rôle d'investisseur, de laboratoire, de mise en vitrine de toute une série de nouvelles technologies où effectivement la France est depuis quasiment depuis toujours en vérité dans le carré de tête de ce marché global. Mais voilà, c'est se dire aussi que bah, du coup dans le capitalisme international, le domaine militaro-sécuritaire, guerre et contrôle, sont devenus des marchés principaux. Et les puissances qui sont capables, soit parce qu'elles ont un domaine colonial, soit parce qu'elles ont de l'endocolonial, là par exemple le Brésil vis-à-vis de ses favelas, évidemment Israël en Palestine, mais aussi le Royaume-Uni en Irlande du Nord, etc., vont pouvoir à la fois expérimenter ces marchandises, mais vont pouvoir aussi les mettre en vitrine. C'est-à-dire que chaque opération est l'occasion d'une mise en scène de l'excellence française. Et est-ce que les Jeux Olympiques, c'est une bonne vitrine pour ça? Bah bonne, en tout cas, toutes les puissances du monde investissent à fond dans les Jeux Olympiques pour ça. Et après, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des grandes villes et il y a des pays qui se battent plus trop pour les accueillir parce que ça s'est vu que c'est des dépenses gigantesques et qui en fait, bon, finalement finissent dans les poches des industriels. Mais bon, là, a priori, c'est quand même bien c'est l'agenda du gouvernement français. Et sur le bond en avant technopolicier, il y a des choses qui se passent là en ce moment. Ouais, complètement. Bon, tous les Jeux Olympiques ont toujours servi à ça, hein, et même moi je mène des enquêtes dans Milipol, c'est le salon mondial de la sécurité intérieure des États, et du coup j'ai fait celui de 2017, celui de 2021 et là celui de 2023, et là les Jeux Olympiques sont des thèmes principaux qui sont abordés dans ces salons qui font se croiser industriels de défense et de la sécurité du monde entier, hauts fonctionnaires, diplomates, policiers, militaires, extrême droite du monde entier, quoi. Et eux, souvent même, en fait, quand on vient des milieux critiques, on a tendance des fois en fait, on est encore à côté de la plaque sur le niveau avec lequel, en fait, c'est pas juste qu'ils assument ce que nous on dénonce. C'est plutôt qu'ils le valorisent à l'extrême. Et du coup, par exemple, là, à Milipol, le dernier thème, c'était explicitement les Jeux Olympiques, avec des conférences où c'est marqué en gigantesque quels seront les héritages des JO. Et où vraiment on a du coup 400 personnes dans une salle qui discutent, et donc des industriels, des préfets, des politiciens, tout ça, des journalistes qui font partie de ce monde-là, discutent ensemble des profits qui vont. Alors, on ne dit pas profit dans ces moments-là, mais en tout cas de tout ce qui va pouvoir être valorisé en termes d'accumulation de capital par les grands chantiers, mais aussi de la manière dont on peut pouvoir déplacer le cadre juridique. Et ça, j'ai mené des entretiens directement là-bas avec des industriels de la sécurité qui l'assument complètement. Alors, j'ai un petit costume, genre, je parle leur langue et tout, quoi. Donc eux ont l'impression de répondre à quelqu'un qui fait partie de leur monde, et eux le disent très clairement en fait, et comme on disait un peu tout à l'heure, en fait, eux on trouve encore que l'État finalement leur ouvre pas complètement la porte à ce qu'ils voudraient, et par exemple vont se plaindre que effectivement la reconnaissance faciale n'ait pas été complètement adoptée, et mais ils ont alors là par exemple il faut se dire ça, là ça a commencé avec la Coupe du Monde de rugby. Vous avez vu, j'imagine aussi sur la région, a commencé à arriver les drones en manifestation.
Bon, bah là, le gros enjeu de déplacement juridique, mais industriel, qui va avec, c'est la reconnaissance faciale. Donc, parce qu'il y a eu des luttes, notamment de la et de groupes qui interviennent dans le domaine juridique, comme la Quadrature du Net. Et j'ai vu là, il y a Technopolis, mais aussi parce que ça bouge dans les manifs, pour plein de raisons, aussi parce qu'ils ont senti que ça passait pas encore, puis parce qu'il y a il y a des contradictions institutionnelles au niveau européen, des choses comme ça. Là, pour l'instant, c'est pas passé la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance algorithmique qui est passée. Mais là, ça y est, ça c'est en œuvre. Hein. On n'est pas dans l'ordre de qu'est-ce qui va arriver, quoi. Il y a des endroits où c'est utilisé. On vient aussi de se rendre compte. La Quadrature du Net a réussi à documenter des choses qu'on voyait dans les manifs déjà depuis 2-3 ans d'OPJ, d'officiers de police judiciaire avec des tablettes qui regardaient les visages, qui faisaient de la reconnaissance faciale. Donc maintenant, on en est assuré. En fait, là, pour l'instant, ils font de la reconnaissance faciale en mode expérimental. C'est pour développer les algorithmes et tester. Mais en vérité, ils le font. Ça permet quand même de repérer des gens, d'aller les arrêter, etc. Donc ces choses-là sont en œuvre. Et comme disait un industriel là, au dernier Millipol, les opérateurs n'attendent plus que le législateur ouvre la fenêtre. Quoi. Je pense qu'on peut donner un exemple d'actualité sur la reconnaissance faciale. Pas plus tard qu'il y a une semaine et demie, il y a une dizaine de jours, il y a un camarade qui a été arrêté parce qu'il a été reconnu par reconnaissance faciale pour avoir fait un doigt d'honneur aux gendarmes à Saint-Soline. Donc il est arrêté un an après et il a pris 4 mois de prison avec sursis. Et on a aussi un exemple allemand qui est Daniela Klöte, accusé de faire partie de la fraction Armée Rouge, qui a été retrouvé par analyse de ses photos Facebook par des flics qui s'amusaient avec le logiciel de reconnaissance faciale. Juste, ils s'amusaient à la base. Et ça fait une arrestation pour des faits qui lui sont reprochés qui datent d'il y a 35 ans en arrière. Voilà, c'est des exemples d'applications pratiques, même hors cadre légal, mais validées par le cadre judiciaire, que ce soit français ou allemand, de la reconnaissance faciale. Effectivement, quand ils voient cette efficacité-là, ça va avoir pour eux vocation à se généraliser, à s'officialiser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils vont le faire. Très clairement. Ça, c'est ce qui est en place. Et donc là, l'enjeu pour les industriels, l'industriel dont je parlais tout à l'heure, c'est IDEMIA, qui est le géant mondial de la biométrie, qui fait la plupart des cartes à puce dans le monde, qui fait les cartes d'identité électronique de l'Inde avec 1 milliard d'habitants, qui est un espèce de géant absolu. Et donc là, l'enjeu, eux, ce à quoi ils veulent arriver, c'est un cadre légal pour la reconnaissance faciale en temps réel. C'est-à-dire que vous passez devant une caméra, et donc toutes les caméras qui ont été installées partout en France, il suffit de les lier à des logiciels qui existent déjà, donc il n'y a vraiment rien à faire, il y a besoin d'un décret, quoi. Et donc ça, plus drones, plus les caméras portatives de police municipale, police nationale, qui vont arriver dans la sécurité privée, dans les transports. Enfin, donc là, on est face à quelque chose qui techniquement est prêt et qui attend plus grand chose, en fait, qui attend que d'être absolument sûr qu'il n'y a pas un mouvement social capable de s'y opposer pour entrer dans un monde de suivi biométrique quotidien, permanent, quoi. Et par exemple, ce que m'expliquait là le dirigeant France d'IDEMIA à Millipol, du coup, qui est aussi un ancien préfet, mais ça, la plupart de ces gens-là sont juste, enfin, on en discutait un peu là tout à l'heure, c'est des carrières qui ne font que de passer de la haute fonction publique à la grande industrie et de revenir, etc. Eux disaient qu'ils avaient prévu pour les Jeux Olympiques leur grande idée pour faire c'est encore une fois la notion, donc ils utilisent la notion d'acceptabilité, et donc c'est très clairement parce qu'ils assument absolument le fait que les gens ne sont pas d'accord et qu'il faut rendre tout ça acceptable. Et donc toutes ces industries de la défense et de la sécurité ont des bureaux qui utilisent pas mal de sciences sociales d'ailleurs pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne sont pas d'accord et comment est-ce qu'on va rendre telle technologie acceptable. Et donc ce que IDEMIA propose, son pack d'innovation dans le domaine, et ben en fait du coup ce serait justement un pass culturel où en fait qui serait installé qui serait utilisé pendant les JO ou pendant les prochaines compétitions sportives de cet ordre-là, où à la fois du coup il y aurait quelque chose un peu ludique où c'est soi-même on s'enregistrerait avec une photo de selfie
Donc là, c'est pas l'État qui vous demande de vous enregistrer, c'est vous, vous jouez vous faites votre propre photo de selfie pour vous enregistrer dedans. Et ça vous donne accès aux compétitions sportives, donc, et notamment au fait de ne pas faire la queue, de passer à côté de tous ceux qui ne l'auront pas fait, mais aussi à la médiathèque du quartier, au cinéma de la ville, à l'exposition manga, je sais pas quoi. C'est-à-dire une espèce de passe culturel qui évidemment prépare le fait à ce qu'on ait une identité numérique qui soit contenue par de la reconnaissance biométrique et que tout fonctionne à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'après, ça, une fois que ce truc-là est passé, et techniquement c'est là, en fait, l'entrée dans n'importe quel lieu, l'accès à n'importe quel droit sera conditionné au fait d'être reconnu par une technologie de reconnaissance faciale, quoi. Enfin, ou biométrique. D'ailleurs, Idemia, pareil, il m'expliquait que pour les pays où la reconnaissance faciale n'est pas encore autorisée, ils avaient développé la reconnaissance de l'iris, parce qu'en général, le législateur qui a pris le temps d'interdire la reconnaissance faciale n'a pas pris le temps d'interdire la reconnaissance de l'iris. Et puis ils ont développé aussi toute une série de technologies qui reconnaissent la paume des mains. Alors là, ils ont utilisé le fait de dire, par exemple, le contact pendant les crises sanitaires. Il fallait pouvoir éviter le contact, donc ils ont mis ça en place. Comme vous avez peut-être vu, pour les gens qui prennent l'avion, par exemple à Charles de Gaulle, dans plusieurs aéroports, il y a déjà un système de reconnaissance faciale qui est installé. Et encore une fois, c'est dans le cadre légal, c'est celui de l'expérimentation. Mais en fait, quand vous arrivez à cet endroit-là, la file pour passer normalement, elle est fermée. Et en fait, vous êtes obligé d'y aller. Et donc ces choses-là sont en train d'être déjà normalisées, quoi. Et pour pas casser tout espoir, toute cette histoire-là repose toujours sur... le pouvoir n'avance que dans les marges que lui laissent les résistances collectives, hein, c'est-à-dire et même sur la reconnaissance faciale. Si c'est pas encore en place, c'est bien parce qu'il y a eu des luttes. Et l'histoire ne fait que nous redémontrer que les luttes payent. Est-ce qu'il y aurait des questions? Moi, je voulais savoir si tu arrives à dissocier l'État du capitalisme, en fait, quand tu parles du complexe industriel, etc., qui sont plutôt des entreprises privées. On a tendance facilement à dire que l'État ce serait le public et le privé autre chose, et en fait, pourtant, ça a l'air super imbriqué, voire... pour les États-nations occidentaux, c'est la même chose. Ouais, je pense que ça pose une vraie question au marxisme, et c'est pas pour le plaisir de la théorie, mais parce que vraiment, en fait, il y a des domaines comme ça, là, la guerre et le contrôle, mais aussi le colonial, justement. On était invité avec Elsa Dorlin pour ce livre, là, Guadeloupe mai 67, en Martinique et en Guadeloupe il y a 1 mois et demi pour le présenter, et du coup des camarades nous ont montré ce qu'était la continuité de la situation coloniale en Martinique, et là ça devenait absolument palpable, cette chose que j'avais déjà sentie en travaillant sur la guerre et le contrôle, c'est que dans le domaine colonial, effectivement, donc, là pour vous donner concrètement, en Martinique, les gens qui détiennent le capital et le pouvoir politique local sont directement, généalogiquement, les descendants des maîtres esclavagistes. Ils tiennent tout sur l'île, et c'est eux qui c'est eux l'État et c'est eux le capital. Et c'est des choses qu'on a déjà remarquées dans les différentes histoires impériales. C'est-à-dire que dans la situation coloniale, on a quelque chose qui reste de la féodalité et qui a persisté dans le capitalisme. Et bon, des choses qui ont été dites par différents auteurs. Moi sur ça, j'ai bossé surtout sur la France, mais c'est évident, le complexe militaro-industriel français, c'est pas quelque chose qui est extérieur, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une pieuvre qui a mis la main sur la République française qui serait morale sans ça. C'est véritablement un espace dans lequel l'État et le capital, c'est pas qu'ils ont fusionné, c'est que c'est à peu près la même chose, quoi. Alors, on a ces exemples là de hauts fonctionnaires qui pantouflent, mais c'est même pas pantoufler en fait, déjà dans leur famille, c'est des gens qui naissent dans des familles qui sont essentiellement composées déjà de hauts fonctionnaires ou de grands industriels de la défense et de la sécurité, et dont les parcours de vie sont presque programmés pour suivre ces carrières-là. C'est aussi des familles dans lesquelles justement il va y avoir des hauts fonctionnaires, des industriels, des magistrats, etc. Bon, là, on revient sur quelque chose de très matérialiste, ça s'appelle la bourgeoisie, hein, c'est une même classe. Et puis quand on le regarde dans les détails,
c'est absolument évident. Millipol, donc, qui est financé avec de l'argent public, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, à la direction de Millipol, donc, il y a un préfet et il y a les dirigeants des plus grosses industries de la défense et de la sécurité française. Atos, Thales, Idemia, il y a Orange, etc. Et à la tête de, Thales, enfin de toutes ces grandes industries-là, on a donc du privé, et on a en général au moins 25 à 30% du capital qui est tenu par l'État. Et des fois, ça va au-delà de ça. Alors, on a des formes hybrides comme Dassault, où là, vraiment, on ne sait plus si c'est une mafia étatique ou un État mafieux, mais bon, il y a plein de domaines en fait où on ne cesse pas de redécouvrir le fait qu'un État, c'est aussi une mafia qui a réussi, ou réciproquement, quoi. Et voilà, donc oui, dans ce domaine-là, donc, quand on voit Le Drian qui va faire le VRP en rafale, c'est-à-dire en avion qui coûte des centaines de millions d'euros et dont le but d'un rafale, c'est de pouvoir bombarder un territoire, c'est-à-dire ça va forcément finir par des bombes qui tombent sur des civils, quoi. Sa fonction principale, là, tout au long des dernières années, ça a été d'être le VRP de Dassault. Et avec l'argent public qui a été retiré des hôpitaux, des écoles, etc., quoi. Moi, j'ai une question sur la critique de la sociologie que tu fais. Enfin, J'ai dit de la sociologie policière. Enfin, c'est pas de. Bon, bref, oui, mais tu dis, alors attends, dans le bouquin, ça m'a frappé oui, parce que. Attends, qu'est-ce que tu dis? En fait, t'en as parlé un peu, et moi qui avais plein de rêves autour de la sociologie, j'en suis revenu convaincu que la sociologie, ça sert d'abord à contrôler les classes dominées. Mais il y a une phrase avant, mais ouais, moi j'ai lu que ça en fait. Sorti de son contexte. Non, mais c'est exactement ça. Non, en fait, la phrase d'avant, c'est quelque chose qui est déjà installé, donc qui permet d'arriver avec un gros machin comme ça avant, mais bon, la géographie, ça sert à faire la guerre. C'est bon, on l'a vu, et donc on peut faire de la géographie critique, on peut faire de la contre-géographie. Ça a été démontré, en fait, quasiment dans tous les domaines. L'architecture, ça ne sert qu'à dominer les gens. Et après, effectivement, quand les opprimés doivent se construire un campement, ils font autre chose. Mais est-ce qu'ils font vraiment de l'architecture ? Ils se font des habitations, quoi. Donc c'est l'académisme, en fait, une forme d'académisme. C'est une question, mais en tout cas, si on regarde l'histoire des sciences sociales, leur utilisation critique au service des luttes, ça a toujours été à la marge, en réalité. L'ethnographie, l'anthropologie, l'ethnologie, elles naissent comme sciences coloniales. Elles servent à justifier la guerre contre les peuples dits non civilisés et à légitimer les occupations militaires. Même si, dès cette époque-là, il va se trouver des gens qui vont attraper telle idée, telle méthode, essayer de la tordre, mais il va falloir la tordre quand même. Même si d'ailleurs, en fait, le débat est toujours là, hein, plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, mais sur est-ce qu'on peut sauver l'anthropologie. Et est-ce qu'une anthropologie absolument critique vise pas l'abolition de l'anthropologie en tant que telle, parce que en fait, mais ça touche la sociologie aussi. En fait, il reste un regardant et un regardé. Il reste quelqu'un qui enquête sur et quelqu'un qui au cours qui vit les choses et qui se fait regarder à ce moment-là. Et moi, j'avais un prof de géographie qui disait qu'on est tous géographes. Oui, mais du coup, il voulait le dire sous l'angle. Dans ton sens. Mais il était prof de géographie quand même, donc académique. Donc il y a quand même un peu d'espoir. Il y a au Brésil, il y a d'anciens quilombos où les gens qui les habitent et qui les font vivre ont mis à l'entrée interdit aux anthropologues. Et je pense que justement ils veulent participer à cette discussion-là et qu'il ne s'agit pas de taper sur les gens qui font de l'anthropologie critique et qui s'en servent pour nourrir les luttes, etc. Mais bon, la sociologie, c'est la même chose en fait. Et si effectivement des Marx, des Bakounine, je sais pas qui se sont saisis d'approches critiques dans les sciences sociales pour produire des choses qui ont outillé les mouvements de libération, au moment où ça a été fondé,
c'est d'abord des appareils qui servent à connaître pour contrôler. Le savoir, c'est du pouvoir, et du coup dans les deux sens d'ailleurs. Nous, on a besoin de construire des savoirs critiques pour se réapproprier du pouvoir, mais du pouvoir par nous-mêmes, quoi, pas du pouvoir sur. Et puis tout ce qui a besoin de nous contrôler produit des savoirs sur nous. Et les doctrines de contre-insurrection ont toujours utilisé énormément de sociologie et d'anthropologie et elles l'ont très mal utilisé. Enfin, elles ont utilisé ce qu'il y a de plus mauvais là-dedans, quoi, en fait. Elles l'ont utilisé pour justifier, en fait. Mais aussi des fois certaines choses en fait en vérité pour connaître, quoi. Mais bon, et en Irak et en Afghanistan, les armées occidentales confrontées au fait que elles n'arrivaient pas à occuper des gens en les bombardant, ont mis énormément de budget dans des nouveaux bureaux, des nouveaux corpus de recherche en sciences sociales, en anthropologie, pour essayer de comprendre pourquoi, etc. Encore une fois, l'acceptabilité des choses comme ça. Et bon voilà, il faut repartir de ça et se dire. Et sur la police, c'est très clair aussi. Il y a enquêter sur la police, c'est un champ de bataille, et il y a des luttes entre ce que nous, du côté de l'approche critique, on va appeler la sociologie policière, c'est-à-dire une sociologie qui regarde la police depuis la police, et qui en général va nous dire, si, comme ce que je vous disais tout à l'heure, si quand même il y a une réduction de la violence, etc. Et une sociologie critique qui aussi doit c'est même pas s'autoriser, qui doit s'obliger à se critiquer elle-même aussi en permanence. Et donc là, on en revient sur la question de est-ce que l'anthropologie elle va se dissoudre elle-même, parce qu'en fait, une véritable approche critique dans tous les domaines, c'est une approche qui à un moment en vient aussi commence en fait par balayer devant sa porte, savoir qui on est, quelle place on occupe dans la société, qui est autorisé à parler, qui est mis en position de devoir recevoir ça et n'a pas le droit d'y répondre, etc. Tout ça, il y a du pouvoir derrière ça. Et sans doute je sais pas, mais si on arrive à créer des sociétés égalitaires, peut-être on nommera plus ça de la sociologie et de l'anthropologie, ce qu'on fera pour essayer de comprendre le fonctionnement des choses, et que ça aura un autre nom, je sais pas, on verra. Mais la sociologie institutionnelle fait partie des sociétés de domination, quoi. Le pouvoir n'aime pas trop la sociologie. Il n'aime pas la sociologie critique. Ouais, parce que je le dis encore pareil, là, au ministère de l'Intérieur, il y a des budgets, et au ministère de la Défense, des armées, il y a des budgets conséquents pour de la recherche en sciences sociales. Hein. Et eux, ils n'ont pas besoin d'occuper leur fac pour avoir des postes ou quoi que ce soit, quoi. Des questions encore? Est-ce que tu as déjà été embêté dans tes recherches? J'ai une fiche S. J'ai une fiche S depuis la fin des années 2000 où on ne peut pas savoir pourquoi, mais bon, j'imagine que c'est quelque chose entre des activités militantes et mes sujets de recherche, quoi. Ça, encore une fois, c'est selon la position qu'on occupe dans la société, on ne subit pas le système sécuritaire de la même manière. Et donc une fiche S donc moi elle me désigne comme je sais plus quoi, militant ultra-gauche, susceptible de se passer d'être violent contre les forces de l'ordre, un truc comme ça. Mais bon, c'est très chiant de plein de points de vue. Pareil, ça m'empêche de travailler dans l'éducation nationale si j'avais voulu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que fait une fiche S à une personne qui est désignée comme islamiste ou je sais pas quoi. Où là, vraiment, une fiche S dans ce cadre-là te pourrit toute ta vie quotidienne, quoi. Moi, ça m'emmerde aux frontières, ça m'emmerde d'un point de vue professionnel. Et ça me met en danger quand je croise des flics. Mais, bon, c'est déjà pas mal quand même. Mais bon, ce qu'on a vu en 2015, après l'état d'urgence, c'était vraiment des familles dans les quartiers populaires qui, une fois qu'elles étaient désignées, le simple soupçon, et parce que un oncle allait à la mosquée, parce qu'une fille avait le voile, parce que le papa avait fait le ramadan, des trucs de la pratique de base, quoi, avait plus possibilité d'une vie sociale quotidienne normale dans le quartier, parce que même leurs amis avaient peur de les approcher, parce qu'en les approchant, ça voulait dire que peut-être on allait subir le stigmate aussi et de dire ils côtoient des islamistes et des islamistes ils sont intouchables. Et donc du point de vue de l'accès aux droits, aux services, à tout en fait, toute la vie était rendue impossible,
Et je vous parle donc même pas des gens qui se sont fait perquisitionner, éclater l'appart, étrangler devant leurs enfants, embarquer par la DGSI, etc. quoi. Bon, voilà. Il y a ça. J'ai subi un tabassage policier assez dur aussi, mais où je saurais jamais pourquoi. Je peux pas savoir si c'est parce qu'ils m'ont reconnu et qu'ils voulaient me faire payer un truc, ou simplement parce qu'ils m'ont arrêté dans un quartier populaire. Enfin, moi, c'est plutôt ça mon analyse en fait. Hein, c'est qu'on était avec des gens que eux considèrent habituellement comme étant leur proie habituelle dans un quartier dans lequel la BAC a l'habitude de chasser et qu'elle m'a géré comme elle le fait à peu près avec la plupart des jeunes du quartier. Et que peut-être d'ailleurs je suis vivant parce qu'à un moment j'ai été reconnu comme blanc, quelque chose comme ça quoi. En tout cas qu'ils ont le niveau de violence s'est stabilisé au fait d'être reconnu comme un corps pas absolument sacrifiable quoi. Bon après voilà, ça c'est, on peut pas exactement savoir quoi. Mais voilà, et puis après sinon comme tout le monde hein, je prends cher en manif. Je sais pas comment ça se passe ici, mais à Toulouse on se fait gazer par principe quasiment tout le temps quoi. C'est assez calme. C'est pas du tout comparable. Surtout que Toulouse fait partie des villes un peu laboratoires de la répression et on peut penser justement que la Bravem, la voltige, ça revient d'abord à Toulouse en fait. Hein, c'est les manifs Rémi Fraisse 2014, etc. Et c'est un phénomène qui existe à Toulouse. Toutes les manifs de travail à Toulouse y étaient. Et puis après, le préfet de Paris se dit tiens, je vais reprendre ça. Mais il y a 3-4 villes en France qui vivent ça. Nantes, Rennes, Toulouse. Ici, à Toulon, c'est plutôt calme. On a juste eu un petit épisode pendant les Gilets jaunes avec le colonel Andrieux, etc. Mais en vérité, l'épisode pour moi de répression localement qui est plus important dans les dernières années et qui est passé un peu à la trappe, c'est plus les mouvements lycéens. En fait, il y a une espèce d'émeute lycéenne juste avant les Gilets jaunes à Toulon avec des barricades en feu à côté de la place de la Liberté et des lycéens tirés au flashball dans la tête. Et ça, c'est assez rare, mais c'est même arrivé dans une petite ville à côté, hier les Palmiers, et ça paraît sur le moment des Gilets jaunes, mais pas des luttes Gilets jaunes. Ici, il y a eu un peu de répression sur les lycéens, mais sinon, globalement, la plupart des manifestations syndicales classiques, ici, c'est plutôt tranquille. C'est plus à Marseille, et encore même, Marseille, ça reste un endroit où le mouvement social n'est pas réprimé comme dans les autres grandes villes. Globalement, c'est plus calme à Marseille qu'à Lyon ou à Lille, par exemple. Il y a plus de répression policière dans une manif classique syndicale avec un peu de cortège de tête à Lyon qu'à Marseille. Maintenant, c'est en train un peu de changer avec la nouvelle préfète, etc. Mais globalement, dans la région, on est un peu à ce niveau-là. Après, c'est une région qui est très marquée à droite et à l'extrême droite. Je vois pas les pourquoi conditions tu dis ça, d'exercice de pratique militante sont un petit peu différentes. Notamment, on parlait du complexe militaro-industriel. Bon, à Toulon, 30% de la ville travaille pour la police ou l'armée. C'est un peu... voilà, il y a tout un contexte aussi particulier ici qui fait qu'on n'a pas de répression manif, mais l'espace politique n'est pas forcément beaucoup plus enviable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une personne derrière. Hop, oui, moi, une manière que je voudrais amener, c'est par rapport aux manifestations pour la paix en Palestine. Il s'est monté un collectif et dans lequel ce qui apparaît, c'est qu'on est en manif quand même à Toulon, qui est une ville balnéaire, nucléaire, militaire, hein, donc un cumul, les fachos étant derrière. En tout cas, ce qu'ils nous disent, les gens, c'est qu'ils aimeraient venir, mais ils ont peur. Et quand on va tracter dans ce qu'on appelle entre guillemets les quartiers de couteaux de cité, indépendamment du fait que les gens sont repérés comme soi-disant musulmans, qui ne sont pas plus musulmans que moi, je suis catho, en tout cas, ils nous disent on n'ose pas y aller parce qu'on a peur, on est racisé, on va être fiché. Donc les gens qui viennent aux manifs à Toulon, on est 100, 150, on est que dalle. Indépendamment de l'histoire du ramadan, c'est que c'est des mamans avec des poussettes, des femmes, mais les 3/4 des jeunes, des gens de 30, 50 ans, donc pour moi c'est encore des jeunes, désolé. Mais bon bref, ils viennent pas, ils nous le disent, hein, quand on va tracter, on ne vient pas, on a peur à Toulon. Donc le côté racisé, les flics, et on est repéré parce qu'on est légèrement basané, ça marche à tous les étages. Voilà. Depuis octobre. D'autres... Sur la question de tout à l'heure, par rapport à pourquoi est-ce que vous demandez une... comment ça s'appelle ?
pourquoi les dominés n'ont pas plus conscience. Tu veux pas venir là, il y a une place. C'est sur les dominés. Regarde. Là, c'était formulé. Et ben, il y a un passage là dans le livre sur l'état d'urgence qui est intéressant sur la figure de l'ami, qui montre comment est-ce que la division depuis la colonisation est organisée pour que, en fait, dans les dominés, il y ait casser la prise de conscience que certains sont davantage dominés, et pour faire croire qu'on peut s'en sortir, en fait, de ce système de domination, si, soi-disant, et ça rejoint la question aussi de l'individualisation. Comme si parfois, si, on peut s'en sortir, et c'est comme ça qu'il y a difficilement des convergences de lutte. C'est super intéressant ça. Cool. Bah tu le racontes très bien. Ah non, c'était pour ceux qui Et vous me proposez de développer sur ça? Sur le même bouquin aussi, j'ai trouvé intéressant, il y a quelqu'un qui a dit que la reconnaissance faciale, ça faisait mal à l'équipe. Et bien aussi les jeux vidéo, le passage dans le petit livre sur l'état d'urgence. Que l'industrie du jeu vidéo participe à faire croire que tout ça est un jeu et que... pour le banaliser en fait, pour banaliser les technologies de surveillance. C'est là que c'est difficile de comprendre comment est-ce que c'est organisé le système de domination. C'est que en fait c'est super insidieux quoi, entre les technologies, la vision dans le système colonial qui peuvent être pris des harkis et jusqu'à aujourd'hui quoi, celui qui s'en sort. Au-delà de ça, il y a quand même, de façon plus ancienne, il y a tout ce qui est romanesque, tout le divertissement, la production de livres, la production de films, qui magnifie toujours le flic comme défenseur des gens, quoi. Enfin voilà, et ça, s'il n'y a pas besoin de drones, quoi, et ça fait 150 ans que ça dure, en fait. Mais ouais, où tous les rapports de domination reposent aussi donc sur du répressif, sur du divertissement et sur une administration du désir aussi, de qu'est-ce qu'on a envie de devenir, de qu'est-ce qu'on a envie d'aimer, les figures de l'ami, c'est ça. Du coup, je pense que là, on se parlait d'un moment où, pendant les conquêtes coloniales de la fin du 19e siècle, on voit des figures vraiment changer dans l'imaginaire colonial, où d'abord les colonisés vont être dépeints comme des barbares absolus parce qu'en fait on juge qu'il faut déployer contre eux des régimes de guerre et d'extermination. Puis en fait dès que l'ordre colonial commence à réussir à s'installer, là émergent plutôt des figures du sauvage, c'est-à-dire de celui qui peut être civilisé, qu'on peut laisser entrer, alors jamais complètement au centre, mais dans les marges de la civilisation, et qui du coup va être l'interface. Et ça, tous les systèmes coloniaux, mais en fait tous les rapports de domination aussi ont toujours fonctionné en fabriquant une strate parmi les dominés qui va être d'une certaine manière intégrée, mais à laquelle en permanence on va toujours lui dire qu'elle n'est jamais assez intégrée, et aussi avec un statut qui peut tomber à n'importe quel moment. On peut redevenir pleinement un indigène, mais où du coup en échange de la participation au rapport de domination, va y avoir des miettes de privilèges, et puis aussi l'impression justement d'en être et de ne plus faire partie des barbares, et qui fait que toutes les colonisations, mais aussi toutes les administrations aussi, on va retrouver des gens issus de classes dominées dont les familles et les mondes subissent le rapport, mais en fait eux vont engager leur vie dans ça. Bon voilà, après il faut aussi, encore une fois, il faut aussi l'aborder pas d'un point de vue moral, je pense, mais d'un point de vue de qu'est-ce qu'on peut faire quoi, face à ça quoi. Et voilà, et puis se dire que peut-être il faut qu'on invente aussi des luttes qui viennent s'attaquer à la question du désir de domination quoi. C'était un des champs qui était important dans la compréhension de ce qui s'est passé avec le nazisme aussi quoi. Et comment une partie du peuple allemand a désiré le nazisme, on lui a fait désirer, alors je sais pas, mais il se passe quelque chose du même ordre vis-à-vis de la blanchité, vis-à-vis de l'embourgeoisement, vis-à-vis de
de créer un monde dans lequel la seule chose qui puisse être, voilà, qui est désirable, c'est d'en être, quoi. Mais du coup, face à ça, j'ai l'impression qu'on peut pas s'y attaquer d'un point de vue moral. Il faut s'y attaquer en présentant quelque chose de hautement plus désirable, quoi. Ouais. Bon, on peut peut-être s'arrêter sur ces mots de désir. Je sais pas, c'est bon. Bah, merci beaucoup. Merci. Donc il y a des livres, il y a Mathieu, il va y avoir des bières. Voilà, on peut conclure comme ça. Merci à vous. Et si vous voulez continuer à discuter, n'hésitez pas.